Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, on va parler musique, mais on parlera musique d'une autre façon, parce que là, la musique, comme on le connaît jusqu'à maintenant, c'est ce qui nous intéresse, mais comment utiliser la musique pour plus de choses, on voit ça dans Cosmo Réunionnais. Celle qui va nous faire des musiques sans fausse note, c'est Bonsoir Yann Marraine, c'est ça? Bonsoir. Alors, quelle est la profession? Alors, on dit professeur de voix, Oui. Et on dit aussi comédienne, chanteuse, Oui. Vous êtes plus dans le... Moi, je suis comédienne à la base. Mon parcours et ma formation, je suis comédienne. Ensuite est venu le chant, comme toute évolution sur les planches. Et puis maintenant que c'est l'heure de rentrer à la case, alors je suis dans la transmission et je suis professeur de voix. Alors, vous êtes originaire de... Je suis de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Oui. Vous pensez à cette comédienne Firmin Firmin Richard, qui est une collègue. C'est autre chose. Elle fait du cinéma. Dans le cinéma. Non, parce que vous avez un petit peu la même faciès. Et j'ai jamais oublié son film Juliette et Romuald, oui. Avec Daniel Auteuil. Oui. Entre autres. Qu'est-ce que j'allais dire là? C'est quoi, professeur de voix? Alors, on pourrait dire professeur de technique vocale, mais ça ne serait pas juste parce que c'est réduire le travail que nous faisons. Le travail que je fais prend en compte l'aspect thérapeutique. Il y a un aspect thérapeutique et il y a un aspect artistique. Et donc, la méthode que j'applique le plus souvent, qui est la méthode Royart, la méthode vient Royart. Ce qui veut dire? C'est un combiné. Alors la méthode Royart, c'est un combiné de travail entre l'approche d'Alfred Wolfson, qui était un chanteur d'opéra et qui est mort sous les bombes, dans les tranchées, pardon. Il a été enterré, du moins, sous les montagnes de cadavres dans des tranchées, et il en a été énormément traumatisé parce qu'il a entendu pendant quelques jours agoniser les gens. Et il disait en somme, je n'avais jamais cru que dans un seul homme, il y ait autant de voix. Et donc, évidemment, il a fallu le soigner et il a mis du temps à se soigner, et donc il a vraiment créé sa méthode de soins. Et il a donc rencontré plus tard Royart, qui était un grand homme de théâtre. Et donc c'est cette méthode-là, c'est sur la base de cette méthode-là que je travaille, mais mon travail est quand même plus marqué par l'anthropologie, par la méthode Grotowski. Voilà. Alors, j'ai beaucoup d'influence. Yann Marraine, on parle de quelle guerre? De la guerre de 14. Voilà. Pour les tranchées, c'est vrai que c'était plus facile parce que vous avez dit les tranchées. Oui. Mais je crois quand même vous poser la question, oui. Au moins ça se situe. Donc c'est quelqu'un qui est donc du début du XXe siècle. Donc, oui. Et comment quand il dit qu'il n'a jamais cru qu'il y avait autant de voix dans un seul homme, c'est tout ce qu'il a entendu pendant cette... Tout ce qu'il a entendu, ces cris d'agonie ou qui se transforment. Alors il dit en substance que lorsque l'homme est proche de rien, proche du néant, où il y a cette espèce de point où il n'y a plus ni ego, ni rien, ni attente, probablement qu'il y a des paysages qu'on ne connaît pas. Et là, il peut se produire une sorte d'alignement de planètes qui permet au son de sortir. Alors, non pas qu'il faille aller jusque-là, mais le travail vocal, effectivement, implique qu'on prépare le corps et qu'on le questionne, à la manière d'Alfred Wolfson. Alors, justement, à la manière d'Alfred Wolfson, comment aujourd'hui vous sollicitez? Comment vous sollicitez le corps? Comment vous essayez d'aller chercher en chacun sa capacité à faire vibrer non seulement ses cordes vocales, mais tout son corps? Parce que la voix, c'est une vibration, c'est quelque chose, une sorte de lapsus. On l'utilise comme une sorte de lapsus, mais si on y prête attention, c'est quelque chose de très organique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de poumons, vous ne pouvez pas chanter, vous ne pouvez pas parler. Si vous n'avez pas d'os, vous ne pouvez pas chanter, vous ne pouvez pas parler. Si vous n'avez pas de muscles, vous ne pouvez pas chanter, vous ne pouvez ni parler. Et si vous n'avez pas cette capacité à respirer, donc on dit que la voix, elle est à la fois organique
et spatiale. Donc, ce à quoi je convie les gens, c'est plutôt une meilleure connaissance de cet outil-là, de cet outil voix, et par conséquent, une meilleure connaissance de leur corps. Celui qui explore sa voix, il explore aussi son être tout entier. Donc, il n'est pas question d'enseigner, moi je n'enseigne pas une esthétique, même si j'ai l'habitude d'être sur les planches avec une longue carrière en Allemagne fédérale, mais ce à quoi j'invite les gens, c'est juste à s'exprimer et à se laisser regarder quand ils s'expriment. Voilà. Quand on regarde les comédiens ou les comédiennes, les artistes d'une manière générale qui s'expriment, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils n'utilisent que très peu de leur capacité, de leur potentiel, parce qu'il y a d'autres façons d'aller chercher un peu plus la voix, un peu plus soi-même. Vous parlez des comédiens ? De ceux qui chantent, de manière générale. Bien sûr, eux, ils sont plus sollicités, mais quand on chante sous sa douche, parfois, quand on écoute Brel chanter, ne serait-ce que quand on n'a que l'amour, on a envie de vibrer aussi. Oui, mais parce qu'ils ont beaucoup travaillé leur voix, les gens qui sont sur scène, justement, avec cette intensité-là, avec cette intention-là, avec cette vérité-là, avec cette émotion-là, où ils se laissent regarder parfois dans des endroits où on ne se laisse pas regarder, dans nos émotions et dans nos parties les plus intimes, dans nos sentiments les plus intimes. On ne se laisse pas regarder, c'est toute une école, c'est un apprentissage. Et la voix, elle est faite d'émotions aussi. C'est l'une des composantes même de la voix. Et ça va vous faire sourire que je vous dis ça, mais quand on entend quelqu'un dire « Zoukla, c'est ça, médicament Nouni », c'est vraiment la musique qui est un médicament ? Je ne sais pas, mais probablement, s'ils l'ont décidé. Parce qu'ils ont décidé que, j'ai trouvé ça bien parce que quelque part, la musique, elle va au-delà, elle guérit un peu l'âme de temps en temps. Oui, mais ça, c'est le travail de l'artiste, ouais. Ça c'est autre chose. Vous pouvez, la musique, c'est aussi de l'expression. Si vous écrivez, c'est des surgissements. C'est comment le corps est traversé, comment l'âme est traversée. C'est une restitution de ce que nous avons à l'intérieur. Tous les artistes, l'écrivain, c'est lorsque surgit son écriture, c'est de la voix, c'est du signe, c'est de la voix couchée. D'accord. Alors justement, quels sont les outils utilisés justement pour amener chacun à aller un petit peu plus loin que... Alors les outils, il n'y a pas d'autre chose que de travailler la respiration, la présence, tout est dans le corps. C'est-à-dire qu'il faut accepter celui qui vient me voir ou celui qui vient explorer sa voix dans mes espaces. Il sait que de toute façon, son corps sera sollicité. Et c'est pas le mien, c'est pas celui du voisin. C'est bien lui qui doit s'exprimer. Donc il faudra qu'il aille chercher, si je tends ce muscle-là, qu'est-ce que ça fait à ma voix ? Si je parle le dos tourné, si je ne regarde pas mon partenaire et que je lui parle, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait à lui ? Donc, on apprend vraiment, on travaille sur le langage, sur la parole, mais on travaille vraiment sur le côté organique, sur le côté psychique aussi, et surtout, il y a beaucoup de création. Ce travail de la voix, c'est un travail de voix créative. Quelles sont les parties du corps qui sont les plus sollicitées dans le travail que vous mettez en place ? Parce que vous avez parlé d'anthropologie, et on sait, quand on regarde les différents musiques, bon, pour ceux qui connaissent un peu, c'est quoi le Kerzig, pour les peuples de l'Europe de l'Est, là c'est une capacité quand on écoute chanter les Amérindiens avec leurs instruments. Bien sûr. Alors on va se rapprocher un petit peu. On a vu le jazz, on voit le blues, on entend le rock et le rap, le slam. Il y a chaque méthode, chaque forme a sa méthode, en fait. Oui, mais en fait, il ne faut pas perdre de vue l'humain. C'est chaque fois qu'il sort un son de lui, ou qu'il sort une parole de lui, ou qu'il sort une note de musique, ou il sort un trait de peinture, c'est quelque chose qui le traverse. C'est son mode d'expression. Donc, ça vient de lui. Et on le voit, si on reprend, que ce soit, on parle... Donc, mais de l'être tout entier, entendons-nous bien. C'est ce qui a fait la force du gospel ? Alors, ce qui a fait la force du gospel, c'est sans doute une histoire aussi. L'histoire est aussi une composante. C'est la totalité vraiment de l'être qui s'exprime lorsqu'on travaille la voix. C'est probablement peut-être parce qu'ils ont une histoire très lourde. Ils ont l'habitude d'être posés là.
on n'a pas besoin, alors on parle dans l'esthétique de se réchauffer la voix, mais des femmes comme Nina Simone ou comme Ella Fitzgerald qui m'ont beaucoup impressionnée, je me disais, mais quand est-ce qu'elles respirent? Elles sont posées là, on fait 1, 2, 3 et elles font soleil avec la voix, et c'est ce que l'on veut, ce qu'on y voit, comment elles nous touchent, mais c'est toujours un moment de vérité qui est extraordinaire, hein, dans le blues, dans tous ces chants issus d'une période assez sombre de notre histoire. Et mon travail à moi, en tout cas, pourquoi je suis là, pourquoi je suis à cet endroit-là de la voix, en tout cas en Guadeloupe, c'est que je travaille aussi je fais une collecte de chants d'esclaves, et j'ai commencé il y a une quarantaine d'années à travailler sur la voix humaine, comment à l'intérieur de la voix, comment cet outil voix qui est méconnu de nous tous, on méconnaît la puissance de la voix, comment avec cet outil-là, c'est un espace où on peut transformer des choses, on peut transformer une histoire lourde, on peut transformer des drames. Là intervient la partie thérapeutique dont je vous parlais, et qui est magique aussi quand elle est couplée à la partie artistique. Donc c'est le seul, pour moi en tout cas, avec mon humble parcours, c'est le seul espace où il est possible immédiatement, dans l'instant, de transformer des choses. C'est vraiment dans ce moment de vérité, mais encore faut-il l'accepter, encore faut-il le chercher. Moi, je fais de la recherche sur les voix empêchées, les voix de la dictature, les voix de la Shoah, les voix de l'esclavage. Voilà, c'est ça mon travail depuis une quarantaine d'années. Donc, il n'y a nul étonnement à ce que je sois aujourd'hui professeur de voix, mais on va appeler ça de la technique vocale pour que tout le monde comprenne. Voilà. Et il y a une grande partie, rassurez-vous, il y a une très grande partie, nous ne travaillons qu'avec l'artistique. Et c'est vraiment la voix créative que nous cherchons. Mais nourrie par tout ce qui est en nous. Enfin, en tout cas, par tout ce qu'on peut utiliser en nous pour donner à la musique et aux vibrations qu'on attend. Oui, mais sans ignorer cette partie mystère aussi, parce que quand vous avalez un bol d'air, la voix, c'est de l'air aussi. Quand je parle, je fais de l'air. Quand je chante, je fais de l'air. Et sans mon intérieur, je ne peux pas faire cet air. Donc, il faut que je comprenne par où ça passe. Quand j'avale un bol d'air, le trajet que fait ce bol d'air pour devenir après voix, pour devenir quelque chose qu'on entend, pour devenir quelque chose, cette vibration qui va aller toucher l'autre, il y a un chemin de mystère. Entre-temps, ce bol d'air, il aura parcouru ma rate, mon estomac, toute mon histoire, toute mon odyssée. Et elle va ressortir comment? Bon, c'est ça qui va aller vous toucher. Donc, voilà. Et parce que quand on parle de vibration, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui est le bouddhisme et surtout les bols tibétains, parce qu'on parle de vibration, vous avez eu l'occasion justement de poser une voix sur ces vibrations qui se répercutent ou pas? Oui, bien sûr que la voix elle est une vibration. Elle est organique, mais elle est spatiale. Pour naître, elle a besoin de l'air. Et quand elle a explosé, eh bien, c'est ad vitam aeternam. Ça se répand dans l'univers, entre les planètes. Je ne la suis pas, mais c'est intéressant après de savoir qu'est-ce que nous faisons de notre voix et quelle sorte de paroles nous prononçons, parce que c'est irréversible. Une fois qu'on a prononcé quelque chose, ça se répand après sans retour possible. Avec ce que vous faites, vous remettez finalement en cause toute ce qu'on appelle une bonne voix. Je prends toujours en référence en classique Callas et Barbara Hendricks. Quand on écoute ces femmes-là chanter, faire vibrer des notes, des paroles, ça va. Là, il y a un travail qui est quand même fabuleux aussi, pour être capable de tenir, d'être soprano, d'être alto. Après, c'est une question d'esthétique. Oui, là, oui, bien sûr. On a d'abord le travail de
connaissance de la voix, de connaissance de soi. Après, c'est un travail qui est protéiforme. Vous pouvez être comédien, vous pouvez être conteur, vous pouvez être chanteur, et encore chanteur lyrique, chanteur de variété, slammer, etc., etc. C'est de la voix. Mais bon, bien sûr que je m'occupe de l'esthétique aussi, puisque je suis artiste moi-même. Mais le travail auquel je me consacre, puisqu'il est temps de rentrer à la case et il faut bien qu'on ait quelques avantages lorsqu'on prend de l'âge. Donc, j'enseigne beaucoup depuis quelques années. Je suis moins sur la scène, encore que, mais j'enseigne beaucoup. Il y a eu de la période 1990 en métropole, lorsque le rap sort des cités. Là aussi, c'est un cri du cœur. Là aussi, ça marche parce que c'est la souffrance. On sait que le gospel, c'était le chant des champs de coton qui est rentré finalement à l'église. Là, c'est la musique de jeunes qui parlent de leur mal-être et qui sortent des ghettos, qui sortent des cités. Oui, bien sûr. C'est ce qui les traverse. C'est sa préoccupation du moment. Et ça peut sortir aussi sous forme de joie. Et pourquoi alors, très souvent, quand j'ai des gens autour de moi, évidemment, la voix, c'est comme une éponge, une voix comme ça, étouffée, une voix vraiment muselée, une voix qui se cache, qui fait des blagues, qui n'a pas envie de se laisser entendre, qui est malade, parce que mon âme est malade. Parce que la voix, c'est aussi le reflet de l'âme. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, et ça, il faut le dire aussi à toutes ces personnes qui ont vécu soit sous les dictatures, soit qui sont issues de périodes d'esclavage. On peut transformer des histoires lourdes, parce que au Chili, par exemple, je me suis rendu compte que les Chiliens nés sous dictature avaient les mêmes problèmes, par exemple, que chez nous, soit en Haïti, en Guadeloupe, en Martinique. Ils avaient des problèmes avec les aigus, par exemple. On a des problèmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une gymnastique particulière du larynx qui ne s'est pas faite, qui ne s'est faite que dans un sens? Je ne veux pas y entrer. Ça, c'est encore un autre travail. Mais je sais quelque chose, c'est que la voix, pour qu'elle puisse restituer notre joie, il faut aller la chercher, il faut aller la titiller. Et il faut aller chercher toutes ces émotions et ne pas rester, on dit, oh, elle a une belle voix grave. Et elle n'a qu'une voix grave. Non. Nous pouvons, chaque être humain, nous pouvons parcourir du plus bas registre jusqu'au plus haut. Et donc, c'était très intéressant pour moi, cette expérience au Chili, de voir qu'on avait à peu près les mêmes problèmes. Ce qui fait que je travaille avec les chercheurs, la chercheuse chilienne qui a mis ce problème en exergue. Je travaille avec elle sur justement les transformations justement de la voix. Comment aller chercher sa joie à travers la voix. Il nous reste 2 minutes sur le temps que tu as parti. Ma question, c'est est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter la voix réunionnaise et de voir les caractéristiques de cette voix? Parce que entre l'esclavage aussi, l'engagisme, les différentes luttes qui ont mené au peuplement d'aujourd'hui, il y a eu aussi des combats. Est-ce que ça se retrouve dans la voix? Est-ce que ça se retrouve dans la musique? Est-ce que la voix est caractéristique à quelque chose? Non, c'est faire court que de dire ça. D'accord. C'est faire court, puisque une voix, elle est tellement singulière. D'accord. Et cette singularité, votre voix, elle contient votre histoire. Et on est tellement différents tous, donc c'est faire, je ne veux pas me lancer là-dedans, c'est faire un petit peu court que de dire ça. D'accord. Venir découvrir sa voix, c'est plus pourquoi? C'est pour se connaître soi-même, pour apprendre à se faire vibrer, à faire sortir les choses. Qu'est-ce que ça apporte de venir? Ça peut apporter plusieurs choses. Ça peut améliorer notre conversation, par exemple. C'est un outil de communication. Il ne faut pas oublier que la voix, elle est tellement multiple. Elle est singulière, mais multiple. C'est un outil de communication absolument extraordinaire. Donc, simplement découvrir sa voix pour améliorer notre rapport. Peut-être, vous savez, le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes papa. À midi, vous êtes plus époux. Le soir, vous êtes peut-être grand-père. Toutes ces voix-là, elles sont bien à l'intérieur de vous. Tout à fait. Donc, quand vous avez des discussions avec vos enfants, etc., à un moment ou un autre de la journée, ça nous apprend peut-être à moduler si on est habité par des voix un peu brutales, un peu vigoureuses, où on ne se comprend pas.
ça peut être aussi intéressant si on a envie de mettre un petit peu de miel dans la voix. On apprend à faire tout ça. En tout cas, merci pour toutes ces informations. En tout cas, c'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations et surtout, j'espère seulement que les téléspectateurs vont comprendre aussi la dimension de la voix, parce que ça, parfois, on l'oublie. Ah, c'est un outil puissant, mais vraiment puissant, qui mérite d'être compris. Parce que c'est comme une sorte de phénomène. Je dirais ça pour finir. La voix, c'est comme une sorte de phénomène, parce que on demande à des enfants ou à des adultes, c'est quoi la voix pour toi? Ah ben c'est un son, c'est des cordes vocales. Alors, pour avoir une définition sur laquelle travailler, moi je compare la voix à un phénomène comme le cyclone. Le cyclone, il a besoin de sel, il a besoin de vent, il a besoin de chaleur, il a besoin d'humidité, et il va aller naître quelque part. La voix, c'est exactement la même chose. C'est un phénomène qui a besoin d'air, qui a besoin de muscles, qui a besoin d'eau, qui a besoin... Voilà. Et tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Elle a comme les 5 sens, elle a 5 composantes. Muscles. Merci, Yann. Air. Après, elle est terminée, alors. Alors, muscle, c'est du muscle, c'est de l'air, c'est de l'émotion, c'est du mental aussi, voilà. D'accord, merci Yann-Marraine en tout cas pour ces informations. Ça a été très enrichissant de découvrir cette façon de regarder la voix. En tout cas, elle aura au moins passé un moment à La Réunion et voir un petit peu ce côté-là. Merci à vous en tout cas de nous avoir apporté. En tout cas, je serais ravie de vous rencontrer et de partager justement des petites choses, des petites formules, des petites découvertes ensemble. Parce que ce n'est pas un enseignement descendant, c'est un enseignement qui est quelque chose qui est partagé dans la bienveillance et dans le respect. Il faut le vouloir. Donc, je vous attends jusqu'au 19 octobre pour une petite rencontre, pour les stages, une rencontre autour de la voix. On va mettre les dates aussi. En tout cas, merci à vous. Donc nous, on va juste tourner une page. Par contre, on va revenir sur la fête de la Lune qui a lieu il y a quelques jours donc à La Réunion. Le comité réunionnaise d'origine chinoise donc a célébré cette fête. Alors on va vous montrer donc mythes et légendes. On va voir un jeune réunionnais d'origine chinoise jouer au piano. On aura aussi un conte et puis on reviendra sur son père qui lui fait du Chopin. En tout cas, voilà de quoi vous rapprocher un petit peu de la Lune, quitte à le décrocher à un moment ou à un autre. Une des histoires légendaires sur la fête de la Lune, c'était le fameux chinois qui s'appelait Yi. Donc il tirait une flèche pour aller chercher dans la Lune. En fait, pourquoi il a fait ça? C'est lié avec la fête le Saint-Valentin chinois aussi. En fait, c'était double 7. Donc c'est un chinois ordinaire qui travaillait sur le champ. Et un jour, il y avait une fée Oui, un bouvier. Il y avait une fée qui est arrivée sur Terre, une très belle femme chinoise. Tous les deux, ils se sont tombés amoureux et ils envisagent de vivre ensemble pour toujours. Mais bien sûr, la loi dit qu'ils vivent sur deux, un vit sur les cieux et l'autre vit sur Terre. Donc ils n'ont pas le droit de vivre ensemble. Et donc la fée était obligée de repartir là-haut et lui, il n'avait pas le droit de partir avec elle. Donc les deux amoureux étaient séparés pour toujours. Mais tous les ans, le 7e jour du mois de juillet, leur histoire était tellement touchante, les oiseaux étaient touchés. Donc tous les ans, à ce jour-là, le 7e jour de juillet, les oiseaux se mettent ensemble pour former une sorte de pont, pour que les deux puissent venir sur le pont pour joindre, pour se rencontrer. Mais qu'un seul jour par an. Et c'est pour ça les Chinois fêtent le Saint-Valentin le 7 juillet, mais selon le calendrier lunaire. Et le mi-automne aussi, la fête de la Lune est liée avec cette histoire aussi, puisque c'est le 15e jour du mois d'août. C'est une autre fête qui se suit, deux fêtes qui se suivent en fait. Donc cette fête, la fête de la Lune, c'est demain d'ailleurs, c'est le 15e jour du mois d'août.
C'est une fête pour que les familles se réunissent tous ensemble. C'est une grande fête importante pour les Chinois de famille. Donc demain, tous les Chinois vont se trouver le soir autour de table en famille et pour partager le cadeau de lune. Le cadeau de lune, la tradition fait qu'on partage un seul d'abord, puisque la forme est ronde. Donc ça signifie que la famille est réunie et après chacun va manger comme ils veulent. Voilà la tradition de la fête de la lune. Je voudrais bien qu'Alain Nicole. À quel âge t'es venue la passion du piano? Alors c'est une bonne question. Je peux dire c'est grâce à mon père parce qu'il joue du piano depuis qu'il est jeune. Et moi à partir de 8 ans, je suis parti prendre des cours de piano. Et voilà, ça fait maintenant 7 ans que j'apprends le piano et j'adore ça. Qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce qui te passionne à faire du piano? Ce que j'aime bien, c'est de créer la musique, de pouvoir faire moi-même, entre guillemets, hein, parce que c'est pas moi qui ai fait la partition, mais de pouvoir interpréter plutôt le morceau. Et ça m'enchante en fait de pouvoir interpréter et j'aime ça. Quels sont tes compositeurs préférés? Je vais citer les plus célèbres hein, parce que c'est ce que j'ai travaillé. Mozart, Chopin, Schumann, Liszt. De court qui donne une idée de ce que c'est qu'un poème chinois et sans vous ennuyer. 床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。Wow, bravo. En français, bon, je vais peut-être ajuster un peu la traduction. Donc c'est écrit donc en chinois médiéval, donc qui est beaucoup plus concis que le chinois moderne, hein, le mandarin notamment. Pourquoi? Parce que la prononciation du chinois a beaucoup évolué et le chinois moderne, donc ce qu'on appelle le mandarin,
a simplifié beaucoup la prononciation d'un certain nombre de mots, ce qui fait qu'en chinois moderne, on a beaucoup de ce qu'on appelle d'homophones. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup d'homophones, les mots ont été complétés pour ne pas avoir autant d'ambiguïté avec tous ces homophones. Donc le chinois moderne est beaucoup plus, on va dire, bisyllabique, trisyllabique que le chinois du Moyen-Âge, qui est beaucoup plus concis, avec des mots d'une seule syllabe. Aujourd'hui, il faut utiliser des mots de deux syllabes, voilà, en gros, hein, pour simplifier un peu les choses. Donc la traduction, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, le titre « Pensée d'une canne ». Les rayons de la lune éclairent devant mon lit, le doute sur un sol givré, la tête haute, je contemple la lune brillante, la tête basse, je pense à mon pays natal. Peut-être que tu peux nous redire l'auteur. Li Pai. Et situe-nous un peu historiquement. Oh là, c'est. Li Pai, c'est. Je crois que c'est le 8e siècle. La danse des lanternes du palais. Merci.